Allez, allez, allez. On va démarrer. Installez-vous, 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 messieurs, dames. Je sais pas si on lance un peu de musique, je sais plus. On lance pas de musique, on y va direct? Je vous vois pas en régie, je vois rien, j'ai laissé. On est parti. Allez, merci. Je vous propose qu'on démarre. Ah bah si, il y a de la musique. Non mais le pire, c'est qu'on a bossé. Hein. Non mais on a répété et tout, on s'est entraîné. J'ai raté le match d'hier. Hein. Où Arsenal a perdu. Excusez-moi, hein, j'en profite. Hein, il y a quelques Anglais dans la salle, donc je règle mes comptes. Et ce soir, il y a Newcastle PSG. Bon, allez, stop de plaisanterie. On va passer sur les big results. Et on va revenir sur les questions qu'on vous a posées. Et on va essayer de les commenter avec Stéphanie Galiac, directrice générale déléguée de l'IEIF, qui nous accompagne ce matin. Donc la première question, les taux d'intérêt vont rester durablement élevés? Oui, non, ne se prononce pas. Qu'est-ce que ça donne les résultats? Ah, il y a quand même 5,9 qui se prononcent pas. Oui. Bon, ok. Même question, mais est-ce que vous souhaitez que ça reste durablement élevé? Est-ce que ça change les résultats ou pas? Ah, vous n'aimez pas ça en fait, les taux élevés. Mince. Bon, Stéphanie, dans quel contexte macroéconomique et financier on va devoir évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années? On fait un peu de prospective et les convictions de l'IEIF. Merci Gaëlle, bonjour à tous. Alors effectivement, vous l'avez tous dit, hein, les taux vont rester durablement élevés. Hein. Je crois que là-dessus, il y a un beau consensus, même si néanmoins, vous êtes très nombreux finalement à ne pas le souhaiter. Alors, vous avez raison, parce que les taux d'intérêt, ça fait partie du tableau de bord des 3 éléments à observer pour définir le contexte macroéconomique, que sont les taux d'intérêt, l'inflation et la croissance économique. Donc, taux d'intérêt, c'est vrai, la récré est finie. Hein. Les banques centrales ont sifflé la fin de la récréation. Donc, l'argent gratuit, c'est terminé. Donc ça, vous en avez tous conscience. Le souci, le corollaire, c'est une croissance économique plutôt faible. Et effectivement, pour 2024, toutes les institutions le disent. Hein, pour les pays développés, ce sera 1% et encore, ce n'est pas certain. Là, je parle bien sûr des pays développés parce que côté pays en développement, là, évidemment, il y a des dynamiques de croissance qui peuvent être plus porteuses. Le troisième élément, et non des moindres, c'est l'inflation. Alors, effectivement, là-dessus, là aussi, comme vous le savez, le régime d'inflation qu'on a connu depuis 30 ans, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est une inflation qui s'inscrit dans la durée et plutôt à un niveau élevé. Donc, ça veut dire, pour résumer, croissance atone, inflation forte et taux d'intérêt plutôt élevé. Vous allez certainement me demander le niveau, mais l'inflation, elle va certainement durer. Pourquoi? Parce qu'il y a intrinsèquement des éléments qui sont présents et qui expliquent cette situation. On est, par exemple, dans un phénomène de déglobalisation. La globalisation, ça a un effet désinflationniste. La déglobalisation, ça a un effet, justement, porteur pour l'inflation, puisque quand on cherche une souveraineté locale, par définition, ça a un coût. Les échéances climatiques, par définition aussi, c'est inflationniste, parce que quand on va mettre le prix de l'externalité carbone justement dans l'économie, par définition, ça va aussi tirer vers le haut les prix. Alors tout ceci, c'est plutôt finalement, en tout cas en termes de l'inflation, plutôt porteur pour l'immobilier, c'est ce qui a été rappelé ce matin. Pour autant, bien sûr, que les locataires qui sont en face puissent absorber cette indexation et avoir eux-mêmes des revenus qui sont justement indexés. Alors, ce qui est plus intéressant, à mon sens, une fois qu'on a décrit ce panorama très rapide, c'est de se dire, mais alors, les acteurs, que doivent-ils faire dans ce contexte-là? Et c'est la notion, justement, qui a été évoquée ce matin et qui est intéressante, de revue des business models. Et c'est bien ça, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que effectivement, la donne a changé. Mais et dans ce contexte-là, ça oblige les acteurs à revoir la façon dont ils créent de la valeur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il n'y a pas que le contexte qui change. Nous aussi, on doit changer. C'est une évidence, mais je crois, c'est bon de le rappeler. Merci beaucoup. On avait posé des questions sur les valeurs. Pensez-vous que les valeurs vont baisser dans les 12 prochains mois? Oui, non, ne se prononce pas. Eh bien, regardons les résultats. Ah, bon, vous êtes sortis du déni alors. OK. Oui, 86%. Non, 11%. Moi, j'aime bien ceux qui s'accrochent quand même. Donc, sur les 86% qui ont répondu oui, voyons la question. Pensez-vous que la baisse moyenne sera
inférieur à moins 10, entre moins 10 et moins 20, supérieur à moins 20. Qu'est-ce que ça donne les résultats? Ouais, c'est assez équilibré. Quand même 28% supérieur à moins 20. Bon, Stéphanie, jusqu'où ira la baisse des valeurs? Que nous disent les analyses prospectives? On a besoin d'une boule de cristal. Je vois qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de consensus déjà sur l'atterrissage. Et alors, je vais nourrir aussi ce manque de consensus parce que c'est bien difficile de répondre à cette question jusqu'où et jusqu'à quand. Et en même temps, je vais quand même y répondre en te disant, mais ça dépend de quel produit, très clairement. Et là-dessus, on a plusieurs quand même références. Les marchés immobiliers cotés, le signal qui est envoyé, c'est effectivement cette décote sur ANR de l'ordre de 25%. Donc ça, c'est un premier message. Les indices, des indices également d'immobilier non cotés qui ont été publiés à fin juin donnent aussi un signal. Là aussi, sur l'ensemble des classes d'actifs, c'est un recul des valeurs de 13%. Donc, moins 25, moins 13. Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est un peu plus? Ça dépend des produits. Et vous l'avez dit ce matin. Quand on saura que justement l'atterrissage est présent, c'est au moment où les acheteurs vont être revenus. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est que les transactions n'ont pas repris. Ça veut dire que le chemin de baisse, il n'est pas encore abouti à l'attention des acheteurs et des vendeurs. Et justement, c'est Antoine ce matin qui évoquait un atterrissage plutôt de l'ordre de 10 à 12 milliards. Rappelez-vous, les années heureuses, de l'ordre de plutôt de 40 milliards. Donc aujourd'hui, la rencontre entre acheteurs et vendeurs ne se fait pas. Donc ça veut dire que la baisse n'est pas encore terminée. Alors c'est vrai qu'à cela, je dirais de manière plus pratique, c'est bien la question de la prime de risque qui se pose, puisque l'écart aujourd'hui entre le taux de cap, par exemple, des bureaux prime et le taux des emprunts d'État, il est encore finalement assez faible. Et quand on raisonne sur un historique où finalement la prime de risque habituelle était de l'ordre de 4%, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc effectivement, la baisse est encore devant nous, et certainement pour effectivement une période relativement longue. Bon, le message est très clair. On passe à la 5e question, où on avait parlé du bureau. Pensez-vous que le marché du bureau est structurellement ou conjoncturellement en crise? Structurellement A, conjoncturellement, ou les deux? Ah, quand même. Quand même. Donc structurellement, 48%, 31%, quasiment 32% les deux. Là c'est... ils sont black, là. Ils sont pas en forme. Bon, juste sur le bureau, Stéphanie, quelle est la vision de l'IEIF sur l'avenir du bureau? Est-ce qu'on est dans une séquence de bureau bashing, comme on a été à un moment dans le retail apocalypse, ou est-ce qu'on a réellement changé de paradigme? Je m'attendais à plus de réponses pour les deux, soucis structurels et soucis conjoncturels, parce qu'à l'IEIF, notre ADN, c'est de prendre de la hauteur. Et c'est vrai que tout ce qu'on a dit, d'ailleurs, ce matin sur le bureau, c'est vu en tant qu'observateur, c'est justement d'abord que les critères ont évolué. Effectivement, localisation, ça a été dit, bien sûr. Donc, avec la notion de centralité, c'est les valeurs sûres, c'est sûr, mais le nombre d'actifs n'est pas expansible à l'infini. Des critères de qualité, que ce soit fonctionnel, environnemental, et donc ça a été dit aussi ce matin, les actifs en particulier qui ont des capacités de réversibilité ou de transformation sont par définition aussi intéressants. Et bien sûr, des critères d'occupation, et là aussi, ça a été dit ce matin, donc c'est très facile pour moi de rebondir sur ce qui a été mentionné, parce que c'est vrai que l'impact des organisations du travail et de l'occupation des parcs, c'est absolument essentiel. Donc déjà, les critères de sélection se sont effectivement enrichis, mais ça, c'est effectivement des mouvements que l'on constate depuis quelque temps. Mais si je reprends un point de vue un peu plus global et un peu plus élevé, je ramène le sujet à la démographie. Et là, on voit que c'est structurel. Pourquoi? Parce que si on regarde par exemple l'évolution de la population active, ce qu'on a fait à l'IEIF, eh bien, on voit que le rythme de création d'emplois, en Île-de-France par exemple, on était sur un seuil de l'ordre de plus de 30 000 emplois de bureaux nouvellement créés, donc chaque année jusqu'en 2008-2009. Depuis, on est passé à un rythme où c'est plutôt la moitié.
Donc ça veut dire que structurellement, effectivement, il y a moins d'actifs, moins d'emplois de bureaux qui sont nécessaires. Et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Pendant le même temps, le rythme de création de mètres carrés de bureaux, lui, n'a pas fléchi, ou en tout cas pas dans le même rythme. Et donc la situation de suroffre aujourd'hui, c'est une réalité. Le mot a été aussi employé ce matin et je rebondis dessus. C'est vrai qu'on a un nombre de mètres carrés aujourd'hui disponible et je dirais même dans le pipe à venir, qui est extrêmement élevé. Donc le bureau bashing, je ne sais pas pourquoi on a l'habitude, c'est vrai, de porter au nu et ensuite de descendre, mais en tout cas, il y a la nécessité de redéfinir des modèles, de redéfinir, là encore, la façon dont on crée de la valeur sur les bureaux. Certains l'ont déjà fait et l'idée, c'est bien sûr justement de continuer à le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt là, c'est de définir le modèle, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que les utilisateurs, ça a été dit aussi ce matin, viennent chercher dans un bureau aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose qu'il y a quelques temps. Il faut s'adapter. Maître mot, c'est s'adapter. Donc non, pas de bureau bashing, redéfinition des modèles. Très clair. Dernière série de questions, c'était un peu sur l'allocation d'actifs. Et donc on avait demandé si vous deviez investir à titre personnel, achèteriez-vous dans les 12 prochains mois de l'immobilier à Paris, des actions à Wall Street, des bons du Trésor français? Et vous avez répondu, vous aimez l'immobilier quand même. Quand même, hein. C'est dans l'ADN. Hein. La moitié de l'immobilier à Paris. Donc, la moitié qui ont répondu ça, on va poser l'autre question. Si vous deviez investir à titre personnel, alors j'essaye de... Non, il faut que je pointe là, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. Là, il faut que je revienne en arrière, parce que j'ai une question à poser. Voilà, c'est la question 6. Donc là, on a toutes les questions. La question 7, pardon. La question 7. Si on peut voir la réponse, en fait, ça sera plus simple. Vous achetez pas de bureau neuf, loué 9 ans ferme, en seconde couronne parisienne, un cash flow sécurisé, long et pérenne, mais je comprends pas, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années, c'est pas... La donne change. D'accord, ok, en tout cas, vous aimez Paris. Dernière question, c'était, si ce n'était pas votre argent, mais celui de votre belle-mère, qu'est-ce que vous achetez? Oh là 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 là. Il y en a qui veulent pas se fâcher. Hein. Il y en a qui veulent vraiment pas se fâcher. J'aurais acheté une Maserati, moi. Bon, enfin, bref. Peut-être que je vais acheter sans l'argent de ma belle-mère, d'ailleurs. Si je crois encore en l'avenir de l'immobilier, je joue quelle classe d'actifs, Stéphanie? La bonne question. Il y a quand même dans la question, il manquait quelque chose. C'était quel était l'horizon de placement et quel était finalement aussi le niveau d'aversion au risque. Parce que tous ces produits ne sont pas clairement logés à la même enseigne. Pour l'horizon de placement, pourquoi je dis ça? C'est parce que bien sûr, l'immobilier, c'est un placement à long terme. Et ça a été aussi redit ce matin. Et c'est pour ça que ma réponse va porter là aussi sur des lames de fond à considérer. Les lames de fond, je parlais tout à l'heure de la démographie. Donc, effectivement, tout à l'heure, je mentionnais l'emploi de bureau, mais on est dans une situation dans les pays développés de vieillissement des populations. Donc, la baisse de la population en âge de travailler. J'ai un chiffre en tête, c'est que c'est l'INSEE qui le dit. En 2021, pour 100 personnes actives de 25 à 62 ans, eh bien, aujourd'hui, il y a 37 personnes de plus de 65 ans. En 2040, c'est-à-dire demain, ce ne sera pas 37 personnes, ce sera 51 personnes. Et à un horizon encore un peu plus loin, le nombre de personnes de plus de 65 ans, proportionnellement, va encore augmenter. Donc tout ça pour dire que des actifs qui interviennent sur justement la démographie, je pense à la santé, je pense à l'éducation, par définition sont dans des phases structurelles sur lesquelles effectivement les investisseurs, on me répondra certainement qu'aujourd'hui ce sont des marchés de niche, mais si on se fie aux résultats des différentes études de l'INSEE, ce sont tous sauf des marchés de niche dans pas si longtemps que ça. Donc, et ça a été dit ce matin, et je rebondis aussi sur tout ce qui est bien sûr logistique, sur tout ce qui est bien sûr lié effectivement au développement technologique, mais au-delà de ça, et je crois que le maître mot, c'est encore une fois justement d'être, bien sûr, tout le monde l'est, le nez dans bien sûr ce qui se passe, les éléments de contexte qu'on a vus aujourd'hui, mais la prise de hauteur et la conscience de ces tendances de fond que sont et la démographie et bien sûr la prise en compte de l'urgence climatique. À partir de là, si on est en capacité d'apporter des éléments de réponse, en termes d'allocation, on aura tout bon. Bon, très clair.
Merci beaucoup Stéphanie pour ces messages. Je suppose que tout ça, ça va être approfondi au prochain colloque de l'IEIF. On se donne rendez-vous en novembre, c'est ça? Le 15 novembre, dans ce même lieu en plus. Oh, magnifique. Merci à vous. Merci infiniment et on peut l'applaudir. On fait un peu le ménage et on passe à notre prochaine séquence sur le Big Duel. Moi, c'est Camille, 32 ans, infirmière. Un jour, j'ai décidé de changer de job, de ville. Aujourd'hui, ma vie est ici, seule, mais à plusieurs, comme une nouvelle famille avec qui je partage plus que le Wi-Fi, de l'amour et un mode de vie plus responsable. Et si tu essayais ? Le co-living par Compose, changer de vie.